Le gouvernement fédéral casse sa tirelire pour faire face à la hausse des factures d'énergie. Plusieurs mesures sont annoncées. Est-ce suffisant? Et tout cela ne vient-il pas un peu tard? Après le gouvernement de Crau, la région bruxelloise, où les communes peuvent elles aussi nous aider à faire face à cette crise qui pèse sur nos dépenses? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités au point de vue complémentaire, différents. Julie Frère, bonjour. Vous êtes la porte-parole de Testachat. Stéphane Bocquet, bonjour à vous aussi. Porte-parole de la FEBEG, la Fédération des entreprises de gaz et d'électricité en Belgique. Tristan Roberti, vous êtes député bruxellois, écolo. Et David Leister, vous êtes député bruxellois, vous maire et président d'un CPAS, celui de Watermal-Boisfort. Bah oui, on verra ce que les pouvoirs locaux peuvent également faire dans la situation. Hier, c'est le gouvernement fédéral qui a communiqué un tarif social étendu, une aide par ménage, 100 € et une baisse de la TVA. Petit coup d'œil sur ces mesures annoncées en grande pompe par le Premier ministre. Les négociations ont été longues, mais l'accord est tombé au petit matin. Ministre des Finances, de la Santé ou de l'Économie, aux côtés du premier, différents bords politiques et une conférence de presse avec un mot-clé. Des mesures qui sont des mesures équilibrées et qui correspondent à la réalité du terrain. 3 mesures à retenir. Tout d'abord, le tarif social est étendu, prolongé, au-delà du 31 mars jusqu'au 30 juin. Environ 30% des ménages bruxellois sont concernés. Ensuite, un chèque de 100 €, une réduction directement sur la facture d'électricité. Et troisième mesure, la baisse de la TVA sur l'électricité de 21 à 6% du 1er mars au 1er juillet, mais uniquement sur l'électricité. Voici la justification. En Belgique francophone, plus ou moins 50% des gens se chauffent avec du mazout. Une autre partie le fait avec du gaz, une autre partie le fait avec l'électricité. On pourrait quand même pas prendre une mesure où on dit, bah voilà, pour ceux qui ont une autre augmentation du facture de gaz, eux, on va leur aider. Mais ceux qui ont vu aussi une augmentation significative du prix du mazout, pour eux, on ne va rien faire. Voilà pourquoi la réduction chauffage de 100 € arrivera sur la facture d'électricité. Des annonces en février, alors que l'explosion des prix du gaz et de l'électricité date de plusieurs mois déjà. Voilà, extrait du journal de BX1 d'hier. Monsieur Roberti, le fédéral est vraiment allé au bout de ce qui était faisable, des moyens qui sont les siens et des budgets qu'il peut accorder à cette crise qui pèse sur les finances. Mais donc ici, on est dans une crise qui est conjoncturelle. On sait que c'est lié à la reprise économique, on sait que c'est lié à des questions géostratégiques, et donc on est vraiment dans une crise à laquelle il faut réagir pour éviter que les ménages basculent dans la pauvreté, en fait, pour éviter les impacts sociaux trop importants de ces mesures, de ces hausses d'énergie. Et donc, il y avait déjà un premier paquet de mesures qui avait été pris en octobre et qui visait l'extension du nombre de bénéficiaires du tarif social et toute une série d'autres mesures en octobre. Et maintenant, on vient avec un deuxième paquet, parce que la crise continue, et donc un deuxième paquet qui vise toujours les ménages socialement atteints, mais aussi plus largement la classe moyenne, puisque le chèque de 100 € bénéficiera à tout le monde, et que la réduction de la TVA sur l'électricité bénéficiera aussi à tout le monde. Et donc voilà, on est face à une crise et on a des mesures de réponse à cette crise, mais ce n'est pas la fin. On doit encore réfléchir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, continuer à observer comment évoluent les prix de l'énergie, parce qu'on nous dit que courant 2022, fin 2022, courant 2023, ça devrait baisser, mais en fait, personne ne sait encore dire précisément comment ça va évoluer. Et donc, on doit réfléchir à d'autres mesures. Et c'est pour ça que le fédéral a notamment mis en place une forme de groupe de travail avec Mme Van der Straten et M. Van Petegem pour réfléchir à la question des axes, pour voir si TVA et axes peuvent être modulés pour mieux tenir compte de cette fluctuation du prix de l'énergie. David Leister, vous êtes partenaire d'écolo fédéral au mouvement réformateur. On est sur la même ligne, on se dit que les mesures, là, elles sont prises pour quelques mois, mais ça pourrait durer si les prix ne chutent pas. Et on a du mal à se dire que les prix vont baisser comme ça spontanément. Oui, je ne vais pas répéter, parce que je suis sur la même ligne que mon collègue M. Roberti. Il y a peut-être 2 éléments. Le premier, c'est qu'en effet, je crois que ce groupe de travail est très important, parce que, en effet, peut-être que cette crise pourrait durer encore plusieurs mois, et donc il faut réfléchir. Est-ce que, lorsque les prix augmentent et que donc l'État a aussi un peu plus de recettes à ce niveau-là, un système de cliquet, c'est compliqué, ne peut pas être activé, qui permettrait de rétribuer plus facilement les ménages qui en sont les premières victimes et les entreprises également. Deuxième élément, ça pose évidemment la question sur le plus long terme de quel type d'énergie l'on veut avoir dans notre pays. Est-ce que l'on veut continuer à s'alimenter davantage en électricité, en gaz, ou est-ce que l'on veut
favoriser davantage de renouvelables ou peut-être avoir une réflexion sur le nucléaire qui ne coûte peut-être pas aussi cher que d'autres types d'énergie. On reviendra là-dessus dans le débat David Leister, mais du côté de Test-Achat, on a pris ça comment ? J'ai cru comprendre que ces mesures, elles ne vont peut-être pas forcément assez loin ou elles arrivent surtout très tard pour vous. Je vais vous dire 80% de la consommation de gaz, c'est entre début octobre et fin mars. Ça fait depuis septembre que Test-Achat demande la baisse de la TVA. Les prix étaient très élevés. C'est en hiver, c'est maintenant qu'on consomme le plus et c'est maintenant que les prix sont les plus élevés. Toutes les personnes qui vont recevoir maintenant une facture de régularisation, elles auront toujours une TVA à 21% sur leur consommation et donc ça va faire très mal à tous ces ménages-là. Donc cette mesure, elle était nécessaire. Elle est malheureusement fort tardive. C'est pas pour ça qu'il fallait pas l'adopter, mais elle est fort tardive. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question. On ne parle que de l'électricité. Alors, on est évidemment tout à fait aligné sur le fait que taxer à 6% des énergies fossiles, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire structurellement et sur le long terme. Mais la crise aujourd'hui est telle, les ménages font face à des dépenses sans précédent pour leur facture d'énergie. Je pense que si on parle de mesures temporaire, comme on le fait pour l'électricité, on aurait pu envisager la chose aussi pour le gaz. Je rappelle que c'est surtout la facture de gaz qui a augmenté, qui a même explosé. Le gaz, c'est x5 depuis début 2020. Alors, avant d'entendre les professionnels du secteur, mais les politiques, est-ce qu'on a mal ciblé? Pourquoi n'avoir pris que le gaz? Et puis, Madame Frère nous dit aussi, ça vient fort tard. Ce n'est pas possible d'envisager d'une manière ou d'une autre un effet un peu rétroactif. Ça s'est déjà fait dans des politiques. Christian Roberti ou David Leister là-dessus? Mais donc, je le disais, on est déjà au deuxième paquet de mesures. Il y avait eu une première paquet de mesures en octobre, et c'est vrai que sur le gaz n'a pas été ciblé par la réduction de la TVA, et c'est vrai que comme bruxellois, on peut le regretter, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, c'est le gaz qui est prioritairement utilisé pour le chauffage. Ceci étant dit, c'était dans le paquet de mesures qui a été mis en discussion, et les discussions étaient un peu longues, et on était très nombreux à être demandeurs que ça aboutisse. Et ce n'est pas le choix qui a été posé par le gouvernement, notamment parce que l'électricité, tout le monde a un abonnement électricité et tout le monde peut en bénéficier, tandis qu'il y a des variations sur le type d'énergie qu'on utilise pour le chauffage. On sait qu'il y a le mazout, on sait qu'il y a le gaz, il y a d'autres sources. Et donc, par souci d'équité, c'est ça qu'Alexander De Croo a expliqué cette nuit, c'était que le gouvernement avait fait ce choix-là pour pouvoir tenir compte du fait que tout le monde pourrait en bénéficier de cette manière-là. Stéphane Bocquet, du côté de votre fédération, on l'avait constaté, vous étiez déjà venu sur ce plateau pour commenter cette hausse des prix. On est prêt à suivre et à s'adapter rapidement parce que finalement, vous expliquez que ce ne sera peut-être pas si simple et qu'il y a encore pas mal d'aspects techniques qui doivent être éclaircis là-dessus. Oui, écoutez, nous saluons d'abord les décisions du gouvernement parce qu'il fallait faire quelque chose. Il ne nous appartient pas de commenter le volume de l'enveloppe prévue et nous sommes des partenaires fiables du gouvernement pour mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Nous le faisons d'ailleurs déjà au quotidien en appliquant le tarif social pour le compte du gouvernement à près de 20% des ménages en Belgique et nous allons par exemple verser ce mois-ci, au mois de février, un chèque de 80 €, enfin un versement de 80 € aux bénéficiaires du tarif social, une mesure qui avait été décidée en octobre. Donc cette mesure-là et les autres, elles se font sans intervention des bénéficiaires. Vous pouvez le confirmer, on ne va pas devoir, nous, aller vers notre fournisseur pour réclamer notre dû, si je puis dire. Voilà, ça se passe automatiquement. Ceci dit, par rapport à la décision plus précisément concernant la TVA et le nouveau chèque de 100 €, la difficulté que nous avons pour le moment, c'est que nous avions prévenu en amont des discussions politiques, nous avions prévenu les politiques que nous avions besoin d'un temps d'implémentation de 2 mois, impérativement, et or, on constate qu'on ne l'obtient pas ici. Donc, notre message, c'est que nous allons tout faire pour essayer d'être prêts, mais nous ne pouvons absolument pas garantir que nous serons prêts pour le début du mois de mars. Risque de couac alors et de personnes qui vont avoir des erreurs sur leur facture La grande difficulté, c'est qu'il s'agit de facturer quand même 5 millions de foyers en Belgique et que nous n'avons absolument pas droit à l'erreur et qu'il y a là derrière des dizaines de processus, de transactions avec les pouvoirs publics, toutes sortes de choses qui doivent être réglées et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore
les arrêtés royaux d'exécution et toutes les modalités, si vous voulez, techniques qui vont accompagner ce package. Donc on va faire tout notre possible, mais nous ne pouvons pas garantir d'être prêts au début du mois de mars. Julie Frère, on a l'impression que les opérateurs vont jouer le jeu de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on en dit chez les consommateurs? Monsieur Bocquet dit qu'ils avaient prévenu que ça prendrait 2 mois. Moi, je n'ai pas le souvenir que ça a été communiqué, en tout cas dans la sphère publique. J'aurais bien voulu que ce soit un message qui ait été entendu très clairement. En septembre, quand on avait les discussions, attention, ça va nous prendre 2 mois d'implémentation. Ici, le gouvernement parle du 1er mars. Je ne sais pas du coup si ce sera possible ou pas. De mars à juillet, si on n'y arrive pas de mars à juillet, ce qui est quand même problématique, quand je vous dis que la consommation la plus élevée, elle a lieu maintenant, eh bien à ce moment-là, il faut en tout cas prévoir de prolonger jusqu'à août, à tout le moins. Et à mon sens, cette mesure, avant même qu'elle n'ait été implémentée, il va déjà falloir songer à la prolonger. Et 4 mois, ça paraît quand même relativement peu quand on voit les hausses des prix et les dépenses auxquelles les ménages vont devoir faire face. Je vous rappelle, c'est un chiffre vraiment important, une facture de gaz avec les tarifs de janvier, quand on prend toutes les taxes et redevances et autres trucs qui se trouvent dans la facture, eh bien on est à 3 700 € par an. 1 800 € pour l'électricité. On parle d'un besoin de base. Donc il y a une réelle urgence à faire quelque chose. Et le chèque de 100 €, c'est bien. Mais quand on voit ces montants, ça reste relativement peu, si je puis m'exprimer ainsi, pour faire face à ces dépenses. David Leister, j'imagine certains bénéficiaires du CPS à Watermal-Boisfort, ces 100 € ce sera trop peu pour eux. Alors, quand vous êtes bénéficiaire du CPS, vous bénéficiez de toute une série d'autres aides. J'en sais quelque chose. En effet, on voit les factures augmentent, les demandes d'intervention augmentent. Et pour ça, là, je tire mon chapeau sur un autre niveau de pouvoir qui n'est pas le mien, c'est le niveau bruxellois, où là, il y a eu une enveloppe de 10 millions qui a été octroyée pour les CPS. Ça va être nécessaire, parce que là, en effet, on se rend bien compte que vous prenez quelqu'un qui bénéficie déjà du risque, qui en plus parfois est dans un logement social pas toujours super bien isolé, et c'est un autre débat à Bruxelles, l'isolation du bâti. C'est certain que du coup, la facture d'énergie explose, et donc il va falloir pouvoir renforcer, je dirais, la première ligne sociale, qui va être en première ligne plus que jamais maintenant et dans les prochains mois, pour aider celles et ceux qui vont avoir des factures qui vont doubler, tripler. Pour ça, l'extension du tarif social est quand même une bonne chose à ce niveau-là, ça il faut pouvoir le relever, et puis toute une série d'autres aides qui seront nécessaires. Le but quand même, c'est, je suis d'accord qu'il faut toujours pouvoir prolonger si on se rend compte que la crise perdure. Notre objectif aussi, nous, en tant que politique, c'est de s'assurer que ça ne soit pas non plus le plus pérenne possible, qu'on trouve une solution pour que ça ne devienne pas, et que les gens ne soient plus dans cette situation-là, et qu'au contraire, il n'ait plus besoin d'une aide publique. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. L'idée, c'est à un moment donné que tout le monde puisse payer ses factures, mais on a du mal à se dire que le prix de l'énergie va baisser. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas se bercer de 12 illusions, M. Bocquet, Mme Frère, là-dessus? Mais, nous avons une crise qui est aggravée en Belgique et à Bruxelles par un phénomène particulier, à savoir que nous sommes le 2e pays en termes de consommation de kilowattheures par mètre carré en Europe, et nous sommes le 4e pays avec les habitations les plus vétustes. Et donc, en fait, en quelque sorte, si vous voulez, on ne va pas résoudre cette crise à terme. Je suis bien d'accord qu'il faut aider les gens maintenant temporairement. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour eux parce qu'ils sont confrontés à cette hausse de prix extraordinaire sur les marchés de l'énergie internationaux. Mais on ne va pas résoudre ça via la facture, parce que autant essayer de remplir un seau percé. Ça, c'est la réalité. Il faut travailler le bâti. Il faut travailler aussi le marché locatif en particulier. Donc il faut des mesures davantage structurelles qui visent l'efficacité énergétique. Et ça, c'est un message vraiment à faire passer au niveau politique et au niveau des citoyens aussi, pour la classe moyenne, entre autres. La classe moyenne qui a des moyens importants, par exemple, sur ses carnets de dépôt et dans les banques, qui perdent de la valeur avec l'inflation. Et il ferait en fait beaucoup mieux d'investir dans des moyens d'efficacité énergétique ça, qui sont particulièrement... Je voudrais entendre M. Roberti là-dessus et puis M. Leister. À un moment donné, voilà, que peut faire la région? Le fédéral, il a proposé 3 mesures. La région peut aider aussi les Bruxellois d'une manière ou d'une autre. Là, maintenant, au-delà de ce qui se fait déjà, par exemple sur les primes isolation. La région n'a pas la même prise sur la facture d'énergie que le fédéral. La région ne peut pas travailler sur la TVA, sur les axes comme peut le faire le fédéral, mais la région peut faire des choses.
Et effectivement, ce qui a été dit, je pense, la première, c'est soutenir ces CPAS, et c'est très important. Et donc, effectivement, 10 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour soutenir les CPS, pour répondre aux ménages qui sont maintenant précarisés par cette situation. Alors, ça paraît beaucoup, 10 millions d'euros. Il y a 19 CPS à Bruxelles. Hein, donc, une fois qu'on oui, aura il y a une ça... ventilation. Mais donc, oui, mais ça vient en plus des budgets des CPS ordinaires. Donc, ça vient, c'est une enveloppe qui vient en plus. La deuxième, c'est évidemment tout ce qui concerne le bâti public, le logement public. C'est essentiel qu'on poursuive les plans de rénovation dans le logement social. Et la troisième, c'est la rénovation du bâti privé. Et là, nous avons une stratégie qui s'appelle la stratégie Rénolution, dont Sibelga est partenaire, dont la Confédération Construction est partenaire, avec 250 millions d'euros d'ici 2024 qui sont injectés dans cette stratégie. Et rien que cette année, les primes Rénolution, donc les primes pour améliorer votre logement et améliorer le confort énergétique de votre logement, c'est 42 millions d'euros qui ont été mis sur la table par les régions cette année. Et donc, j'encourage vos téléspectateurs qui veulent se lancer à se renseigner auprès d'Homegrade ou auprès de Bruxelles Environnement pour avoir accès à ces primes. Alors, on entendra David Leister qui là va mettre sa casquette de député d'opposition pour voir s'il est aussi enthousiaste que vous par rapport à ce que fait le gouvernement bruxellois. Mais Julie Frère, du côté de Testachat, j'imagine, on encourage aussi ceux qui le peuvent à isoler leurs habitations. C'est aussi un des réflexes à avoir. Bien sûr. Alors, ce que je trouve compliqué dans le débat actuel, on est tout à fait d'accord qu'il faut encourager l'isolation. Ça fait partie de tous les conseils qu'on donne aux publications sur. Mais ça reste une démarche de propriétaire. Le plus souvent, on imagine mal un locataire payer lui-même des châssis double vitrage. On est dans ce contexte quand même de fracture énergétique, où on a quand même toute une partie de la population qui réussit à se prémunir, en tout cas en partie, des hausses de prix. Avec le photovoltaïque, avec des maisons bien isolées, avec des pompes à chaleur. Et il faut pousser vers ça, il faut encourager, il faut des primes, il faut des moyens d'informer largement le public. C'est une évidence. Maintenant, voilà, on est quand même aujourd'hui dans une situation... Maintenant, là, comment va-t-on faire face à la hausse des prix ? Ça, on l'a dit, on a parlé des mesures urgentes. Et d'autre part, je voudrais quand même rappeler qu'avant le début de cette crise, la facture belge d'électricité était parmi les plus chères d'Europe. Dans le top 3 des factures les plus chères d'Europe, derrière le Danemark et l'Allemagne. Depuis lors, on a dépassé l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce que, vous le savez, c'est un slogan de Testachat, la facture d'électricité est une feuille d'impôt déguisée. On a tellement de prélèvements, de cotisations, de taxes et de redevances qui s'y trouvent, sur lesquels on prélève encore la TVA à 21%. Et c'est ça qui rend la facture d'électricité belge aussi chère. Et ça fait depuis des années qu'on demande de s'attaquer à cette problématique. Il y a un vrai momentum maintenant, une vraie opportunité pour nettoyer cette facture d'électricité. Et ça fait partie des solutions structurelles, des solutions long terme. Une feuille d'impôt déguisée, Tristan Roberti, David Leister, il y en a un qui sourit, l'autre qui... Non, mais un peu moins. Deux éléments. C'est vrai que la facture d'électricité est remplie d'éléments qui n'ont rien à voir avec la fourniture propre d'électricité, qui sont des couches supplémentaires, historiques. Voilà. Et il y a un travail à faire de simplification. Et le gouvernement s'y est engagé cette nuit, puisqu'il y a ce groupe de travail qui est mis en place avec le ministre Van Petegem et la ministre Sylvia Straten, et rapidement, puisqu'ils doivent remettre un rapport dans le courant du mois de mars pour avancer. Mais c'est vrai, les 20 dernières années, on n'a jamais eu de réforme fiscale énergétique qui a été mise en place. On a eu des mesures ponctuelles comme la réduction de la TVA au moment du gouvernement Di Rupo. On a relevé au moment du gouvernement Michel, mais on n'a jamais eu une réflexion d'ensemble structurelle pour avoir un système qui tient compte de la variation du prix de l'énergie au fil du temps. Et quelque chose de plus souple qui pourrait en fait nous empêcher d'avoir chaque fois des mesures plic-ploc ponctuelles, mais d'avoir quelque chose de structurel dans le temps. Il faut que les régions soient impliquées dans cette réflexion, parce qu'il y a aussi toute une série de prélèvements régionaux dans cette facture. Donc c'est important que le groupe de travail soit un groupe qui ne concerne pas que le fédéral. Et de notre côté, on a interpellé ministre Marron, ministre Henry, et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de réponse par rapport à cet aspect-là. Vous avez demandé à Alain Marron On a demandé de participer à cette réflexion sur le fait de nettoyer la facture d'électricité de tous les prélèvements, taxes et cotisations qui ne concernent pas à proprement parler l'électricité et son transport. Alors, M. Bocquet et puis David Leister, qui est très sage, mais il avait envie d'intervenir aussi. Voilà, mais c'est d'autant plus important d'alléger cette facture d'électricité qu'il faut comprendre que dans les années qui viennent, la consommation d'électricité va augmenter considérablement. Pourquoi ? Parce que la mobilité va être électrifiée et aussi parce que de plus en plus, le chauffage va être électrifié via les pompes à chaleur, etc. Et donc, il faut absolument que l'électricité soit
qui est un vecteur très propre, d'énergie très propre, avec très peu de carbone dedans. Il faut impérativement que ce vecteur énergétique soit compétitif par rapport aux autres vecteurs énergétiques. David Lesser, sur cette facture, il y a des éléments régionaux que le maire est prêt à sucrer, en tout cas encourager à sucrer si vous avez un mot à dire là-dessus. Mais c'est sûr que si on regarde les couches en effet successives de la facture d'énergie, il y a une part substantielle qui émane des régions. C'est plus de 30%, et donc on peut quand même en se poser la question, concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être fait à ce niveau-là? Si on a un benchmark aussi élevé par rapport aux autres pays européens, c'est que soit il y a un rendement, ou en tout cas il y a une offre qui est nettement meilleure qu'ailleurs, ou c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui cloche. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, ça vaut la peine de mettre tout à plat, aussi à niveau de Bruxelles 2, si je peux me permettre, le niveau plus rapide. Bruxelles, ça n'est plus que 2 opérateurs en matière d'énergie. Donc à ce niveau-là, quand on compare par rapport à la Wallonie ou la Flandre, où ils sont beaucoup plus nombreux, l'offre pour le bruxellois est beaucoup plus faible. Et donc là aussi, il y a très certainement rapidement quelque chose à faire. 3, on a parlé de la rénovation du bâti. On sait qu'à Bruxelles, plus de 60%, parfois les chiffres sont encore plus élevés, des émissions viennent d'un bâti qui est suranné. On a des vieux bâtiments à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a une stratégie qui est mise en place depuis l'opposition. Vous me permettrez de dire qu'il faudrait passer la 2e ou la 3e maintenant, parce que c'est une véritable urgence climatique. Puis 4, c'est un débat qui est beaucoup plus large. C'est quel type d'énergie voulons-nous ? On l'a dit tout à l'heure, le gaz est quelque chose qui est fort utilisé singulièrement à Bruxelles. Est-ce que c'est ça, comme type d'énergie, qu'on veut promouvoir dans les prochaines années? J'en suis pas convaincu. Ben voilà, il pose la question. En préparant l'émission d'aujourd'hui, il apparaît par exemple que des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas font un geste, vraiment très ponctuel ici, mais assument une stratégie d'augmentation, ou en tout cas de grosse perception, parce qu'ils veulent faire évoluer les mentalités. C'est quelque chose que vous pouvez comprendre, vous, comme écologiste, M. Roberti, de dire, à un moment donné, finalement, la clé pour faire baisser nos factures, c'est aussi qu'on consomme moins, qu'on ait d'autres habitudes, comme le préconisent les Pays-Bas et l'Allemagne. Et donc, je voudrais juste distinguer 2 choses. Ici, on est dans l'urgence, et donc ici, c'est vraiment l'urgence sociale et éviter la précarité. Pour le long terme, c'est évident que la fiscalité a un aspect incitatif sur les choix que font les personnes en termes de fourniture, en termes de matériel, la manière, voilà. Et donc, évidemment que nous, on privilégiera une fiscalité qui va encourager les énergies qui sont les plus favorables au climat, à la qualité de l'air et les plus durables. Non. Julie Frère, dans l'immédiat, il est encore temps de renégocier son contrat, ou bien c'est trop tard, il fallait le faire il y a 6 mois, et que dire pour des gens qui nous regarderaient et qui disent, voilà, moi effectivement ça me coûte trop cher, je vais essayer de négocier, je ne m'étais pas trop demandé maintenant que je subis l'augmentation. Il y a encore de la marge de manœuvre. Pour les contrats fixes, elle est relativement limitée. On a calculé que c'est de l'ordre de 60-100 euros. Pour les contrats variables, il y a un peu plus de marge de manœuvre, mais malheureusement, les contrats variables sont extrêmement difficiles à comparer entre eux. Alors, je vais peut-être faire réagir M. Bocquet là-dessus, mais aujourd'hui, chaque fournisseur a ses paramètres et ses moments d'indexation, et c'est extrêmement compliqué de comprendre tout ça. Même pour des organismes comme le nôtre, qui justement proposons des outils de comparaison de prix, on a beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Et donc ça, c'est quelque chose pour nous qui doit absolument changer, d'autant plus qu'on est dans un paysage où il y a de moins en moins de contrats fixes. Si on va vers plus de contrats variables, alors il faut encadrer et peut-être uniformiser les paramètres et les moments d'indexation pour que ça devienne lisible et compréhensible pour les citoyens. Les contrats variables, ça implique quand même que le choc d'une hausse de prix, c'est subi par les ménages. Et donc, il faut vraiment s'assurer au moins qu'on puisse comparer correctement et avoir le meilleur contrat. En quelques secondes, M. Bocquet, c'est quelque chose que le secteur pourrait proposer, ou en tout cas auquel vous pourriez adhérer? Plus de clarté, finalement. D'abord, nous constatons que 65% des clients disposent d'un tarif fixe, que ce soit pour le gaz et pour l'électricité. C'est comme ça dans le marché aujourd'hui. Et donc voilà, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir offrir des contrats fixes, compétitifs au marché. Mais c'est rendu très difficile dans le contexte d'augmentation des prix actuels, parce que les fournisseurs, eux, doivent acheter pour toute la durée du contrat et fournir à un prix fixe, et le client, lui, peut quitter quand il le souhaite le fournisseur. Et donc, c'est assez déséquilibré, et c'est ça qui rend l'impossibilité de donner des contrats fixes compétitifs sur le marché pour le moment. On reviendra à ces questions. Oui, j'ai plus le temps de répondre, mais non à l'indemnité de résiliation réintroduite pour vous avez droit quand même, vous aurez un dernier tour de parole, on lance un argument recevable. Il va falloir être court, mais Julie Frère, qu'est-ce que vous avez entendu de recevable? Je sais que c'est un exercice parfois difficile dans des débats. J'ai entendu qu'on proposait
peut-être, éventuellement, de prolonger les mesures et que ça serait sans doute nécessaire. Donc, je retiens ce qui a été dit à ce niveau-là. David Leïster, vous avez entendu un argument recevable quelque part? À part chez vous, évidemment. Non, là, pas On vous a connu depuis le gaz. Là, je suis un peu coincé. Tristan Roberti, vous avez entendu, vous, un argument recevable? C'est vrai que globalement, on convergeait assez fort et donc je pense que Mais la pas surtout, réflexion, la réflexion, en tout cas, doit se poursuivre pour aller vers un système plus établi et qui soit plus structurel dans le temps. Stéphane Bocquet, un argument recevable, peut-être chez Testachat. Chez Julie Frère de Testachat, je suis tout à fait d'accord avec elle et donc notre intention n'est pas du tout de diminuer la période pendant laquelle les gens pourraient bénéficier d'une baisse de la TVA, mais simplement si nous avons besoin d'un mois de plus, eh bien, ce seront 4 mois qui seront décalés dans le temps d'un mois. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Donc nous, il nous faut du temps pour mettre ça convenablement en place, pour ne pas ajouter du chaos au chaos dans le marché. On a compris votre message sur la demande de temps. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus, échanger dans le respect, mais avec des idées différentes. Semaine prochaine, d'autres invités et de nouvelles questions.